Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de chirurgie maxillo-faciale, une discipline qui peut redonner un visage à un patient défiguré par la maladie, un accident ou une malformation congénitale. Que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, la chirurgie de reconstruction du visage peut changer une vie. Rencontre avec une discipline méconnue et sur le plateau pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Cyril Chosgros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service maxillofacial et vous êtes accompagné du docteur Gallucci. Bonjour. Également chirurgienne maxillofaciale, spécialiste en pédiatrie, et nous allons évoquer ensemble les réparations des malformations congénitales chez les enfants et chez les adolescents. Bienvenue à, bien sûr, tous nos téléspectateurs qui nous suivent toujours plus nombreux sur le plateau d'Atout Santé. Professeur Chosgros, première question, qu'est-ce que la chirurgie maxillofaciale et comment elle est née ? La chirurgie maxillofaciale, c'est une chirurgie qui est destinée à reconstruire, à réparer le visage. Et elle est née après la guerre de 14-18. Si loin. Oui. Puisque les armes avaient fait de grands progrès et on s'est retrouvé à avoir des dégâts beaucoup plus importants au niveau du visage, et il a fallu créer une spécialité pour réparer ces visages. Et depuis 14-18, est-ce que cette discipline a évolué ? Quelles sont les principales innovations qu'on retrouve aujourd'hui ? Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits, on en parlera tout à l'heure, avec notamment, plus récemment, toutes les techniques de reconstruction assistées par ordinateur, par exemple. Combien de chirurgies de reconstruction faciale aujourd'hui sont pratiquées en France en moyenne ? Je dirais environ 1 millier par an. Et sur Marseille, on doit être probablement à une centaine de réparations maxillofaciales par an. 10% de la France quand même, hein, c'est quand même important. Est-ce que ce nombre il est en augmentation ou il stagne ? Oui, le nombre est en augmentation du fait des accidents, du fait aussi de la qualité de réparation que les gens veulent aujourd'hui. Ils veulent retrouver le visage qu'ils avaient avant. Et bien évidemment, on a de plus en plus de patients qui viennent pour se faire reconstruire. Et on va voir la magie avec quelques exemples tout à l'heure que vous apportez aux gens. Quels sont les principaux cas de recours à la chirurgie reconstructrice, docteur Gallucci, surtout dans le cadre d'un visage chez l'adulte? Chez l'adulte, on peut avoir la nécessité d'une prise en charge de séquelles d'une malformation qui était présente dès la naissance. On peut également avoir besoin d'une réparation après un accident, comme un accident de la voie publique par exemple. Et puis enfin, il y a toutes les pathologies qui nécessitent des exérèses au niveau du visage et donc des reconstructions secondaires comme les pathologies cancéreuses par exemple. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, ou c'est quoi la proportion dans ces trois domaines ? Est-ce qu'il y a plus de cancers, plus de traumatos ? Pour les délabrements importants, je dirais que c'est le cancer qui reste quand même la première cause de nécessité de reconstruction du visage. Heureusement, les accidents de la voie publique, les dégâts sont quand même plus limités. Et chez les enfants, on retrouve à peu près les mêmes... Non, chez l'enfant, c'est la malformation congénitale en premier. Ouais. D'accord. Merci, docteur Gallucci. Alors, dans le reportage qui suit, nous sommes allés à la rencontre de neurochirurgiens pédiatres, un reportage qui est proposé par Patrick Loez et Laurence Ferry. Donc les craniosténoses, ce sont des malformations crânio-faciales qui font partie des maladies rares, même si on est à la limite, puisque c'est un enfant sur 2500 naissances. C'est une maladie d'une des sutures du crâne. Les sutures, ce sont ces lignes que l'on voit sur la voûte du crâne. On a une suture qui est fermée, je prends l'exemple de celle-ci, celle qui est au sommet du crâne, là, et qu'on appelle la suture sagittale. Si elle est fermée de façon un petit peu prématurée, le crâne va grandir comme s'il y avait quelqu'un qui pinçait de part et d'autre de cette suture. D'accord ? Ce qui fait que la croissance perpendiculaire à cette suture ne va pas bien se faire. C'est des enfants qui vont avoir le front bombant et l'arrière-crâne, l'occiput aussi bombant. On va aussi être confronté à des craniosténoses plus complexes. En fait, en plus d'une atteinte de la voûte du crâne et des sutures du crâne, on va avoir une atteinte du massif facial et donc une difficulté à la croissance faciale également. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va travailler en collaboration avec l'équipe de chirurgie maxillofaciale et avec le docteur Gallucci, puisqu'en fait, voilà, moi mon travail ça va être d'aller jusqu'au-dessus de l'orbite, tandis que Madame Gallucci va travailler en dessous de l'œil. On a pu faire appel à la technologie de l'impression 3D pour préparer en fait l'intervention définie
en fait les lignes de coupe sur lesquelles on allait travailler, à la fois par au-dessus et par en dessous. Et au bloc opératoire, on a suivi exactement ces lignes de coupe. Le principe, c'était de rapprocher les deux hémifaces comme ça s'appelle une bipartition faciale. Et on a suivi exactement ce qu'on avait déjà travaillé sur l'impression 3D. Le principe de l'intervention, ça va être de faire de la place à la fois pour le cerveau, pour les yeux avec des orbites plus larges et pour toute la filière respiratoire, toute la filière ORL, en ayant le front, les orbites et le maxillaire qui restent solidaires. En fait, on met en place un système de distracteurs. Donc ces distracteurs, ils sont vissés sur la voûte crânienne et sur les piliers ici fronto-zygomatiques. Pendant une période d'environ 1 mois, on va avoir ces distracteurs qui sortent à travers la peau et on utilise ce système de tournevis et on va gagner à chaque fois qu'on fait un tour de tournevis 1/2 millimètre par jour en fonction de la tolérance. Et ça nous fait une avancée qui est très progressive, qui va permettre en fait à toutes les structures cérébrales de bien prendre leur place. Jeune fille qui a un air un petit peu bizarre, qui était facilement stigmatisée, il faut voir qu'elle avait une intelligence qui était complètement normale, elle était première de sa classe dans son village. Elle était très demandeuse effectivement d'une prise en charge. Et c'est vrai que là on la voit en cours de distraction, c'était pas encore complètement terminé. Mais pour elle, l'avancée frontofaciale a complètement changé sa vie. Docteur Gallucci, on a vu dans le reportage comment ça se passe en bloc opératoire pour avoir cette harmonie entre plusieurs chirurgiens. En général, chaque chirurgien a quand même son temps relativement dédié. Donc sur les chirurgies des malformations crânio-faciales, avec le docteur Pechgour, lui, il a le temps sur le crâne, sur la partie haute du visage. Oui, mais après, on est souvent habillés en même temps, ensemble, et on s'aide en fonction des moments, mais après, chacun a ses temps dédiés quand même. D'accord. Et outre les craniosténoses, quelles sont les malformations les plus fréquentes qui peuvent arriver en chirurgie maxillofaciale ? En chirurgie maxillofaciale, on est amené aussi à prendre en charge les séquelles des fentes labiopalatines, qui sont en fait les malformations congénitales du visage les plus fréquentes chez les enfants. Qu'on retrouve où ? Dans quelle zone en général ? Sur la lèvre, sur la gencive, sur le palais. Dans ces cas-là, la collaboration elle est aussi multidisciplinaire. Donc avec les chirurgiens plasticiens, avec les chirurgiens ORL. C'est un vrai travail d'équipe en fait. Chez l'enfant souvent. Et quelles sont les principales problématiques qui sont liées à la chirurgie maxillofaciale chez l'enfant ? Le problème, ça va être de s'adapter au visage en croissance. La différence avec la prise en charge de séquelles chez l'adulte, ça va être que la réparation, elle doit tenir compte du fait que le visage de l'enfant, il est en mouvement, il change, et que donc il va falloir avoir des techniques de réparation et de reconstruction qui vont aussi s'adapter aux différentes étapes de la croissance. Et à l'enfant, à quel moment on décide de l'opération ? Ça va dépendre du degré d'urgence en fait. Donc il y a certaines interventions qui sont motivées parce qu'il y a une urgence parfois vitale, parfois fonctionnelle, que ce soit sur les globes orbitaires par exemple ou sur la ventilation. Et donc c'est ça qui va nous donner un peu le timing des chirurgies en général. Comment on décide quand on doit opérer ? Quand il y a une urgence à le faire, quand il y a une indication. En équipe aussi, toujours pareil ? Oui, la décision elle se prend en équipe. Et alors, comment vous arbitrez justement entre la croissance du visage, l'aggravation de la malformation ? Comment ça se décide ? On essaye de doser entre les impératifs fonctionnels et limiter au maximum le nombre d'interventions tout au long de la croissance de l'enfant. Parce qu'on sait que parfois, quand on intervient très tôt, ça veut dire qu'il faudra réintervenir plus tard parce que la malformation aura continué à se développer avec Alors, on a vu dans le reportage que vous avez utilisé l'impression 3D qui apporte une aide précieuse dans les interventions. Est-ce qu'il y a d'autres technologies aujourd'hui qui facilitent la chirurgie ? Oui, aujourd'hui, la chirurgie, elle a évolué avec l'évolution de l'informatique, beaucoup. Et donc, il y a un certain nombre de chirurgies maintenant qui sont planifiées par ordinateur. Je pense que vous allez en parler plus tard avec l'équipe adulte. Et donc, ça permet d'adapter le matériel aux patients qu'on va opérer. Ça permet aussi de se préparer à la chirurgie et aux aléas qu'on peut parfois rencontrer pendant la chirurgie. Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique pour les enfants ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier où les
les adolescents? Pour les enfants et pour les parents aussi, oui, il y a une prise en charge psychologique qui est proposée pour les accompagner dans l'acceptation au départ de la malformation, et puis aussi on leur propose au moment des grandes étapes chirurgicales pour accompagner aussi le changement du visage et l'acceptation du changement. Professeur Chosgros, ces opérations touchant le visage sont des opérations lourdes. Hein, comment elles sont vécues en général par les patients? C'est quelque chose de très important, la dimension psychologique de la chirurgie maxillofaciale, parce qu'on peut avoir des modifications qui sont importantes, avec de très beaux résultats en post-opératoire, mais le résultat peut ne pas plaire aux patients. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir faire des simulations et de préparer les patients à leur nouveau visage. Et chez les enfants, comment vous les abordez? Comment vous leur expliquez que cette évolution parce que j'imagine qu'ils se sont habitués un peu à cette situation. Comment on les prépare? Alors ça dépend de l'âge de l'enfant, mais en général à partir du moment où ils ont 4-5 ans, c'est quelque chose dont ils parlent beaucoup à la maison. Donc les parents les ont déjà beaucoup préparés à la chirurgie, à ce qu'on attend de la chirurgie. Nous on essaye de leur illustrer ça parfois avec des dessins, parfois en leur proposant des photos d'enfants qui ont été opérés. Donc ça leur permet de voir, de se projeter. Bon, mais merci à tous les deux pour ces échanges. Nous allons maintenant nous intéresser à la reconstruction du visage de l'adulte et plus particulièrement la technique du lambeau. Avant d'échanger avec nos invités sur cette technique spectaculaire, je vous propose une immersion au bloc opératoire où nous allons suivre une opération et une patiente sur le point de se faire opérer. Un reportage bien sûr de Patrick Loez et Laurence Ferry. Je m'appelle Vanchou, j'ai 35 ans, je travaille dans la restauration rapide. J'ai été consultée chez le médecin, c'est pour le gonflement des gencives. Je pense que c'est les inflammatoires des gencives simplement. Mais du coup, le médecin qui m'a expliqué ma situation, il y a du tumeur mandibulaire là-dedans, il faut l'opérer. Pour moi, c'est une grosse intervention. Aujourd'hui, nous allons opérer une patiente d'un améloblastome, qui est une tumeur de la mandibule. Nous allons donc réaliser une mandibullectomie, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie droite de la mandibule de la patiente. Alors, la première étape de l'intervention consiste à retirer la tumeur et nous allons dans un deuxième temps réaliser la reconstruction en utilisant un os de la jambe, le péroné, pour reconstruire sa mâchoire. Alors, c'est une intervention qui est relativement longue, elle dure en moyenne 6 heures. Et dans ce cadre-là, nous faisons toujours en sorte d'opérer en double équipe, avec une équipe qui va réaliser l'exérèse de la tumeur, pendant que l'autre équipe travaille au niveau de la jambe pour faire le prélèvement du lambeau. Dans cette intervention, nous utilisons la planification assistée par ordinateur, qui va nous permettre d'une part de planifier notre exérèse, comme vous pouvez le voir ici, avec un trait d'ostéotomie qui est anticipé à ce niveau-là, et un guide de coupe qui va être créé sur mesure pour cette patiente pour nous permettre de guider la scie au cours de notre ostéotomie. Et cette intervention permet également de planifier la reconstruction puisque nous allons, au niveau de l'os de la jambe, anticiper la conformation en 3 dimensions que nous allons avoir pour permettre d'avoir une reconstruction symétrique du visage et permettre dans un second temps la mise en place d'implants dentaires pour avoir une réhabilitation dentaire chez cette patiente. Les modèles sont réalisés à partir des scanners qui ont été réalisés dans le bilan, dans les explorations du patient, à savoir un scanner du massif facial et un scanner des os de la jambe qui nous permet de vérifier la vascularisation de la jambe avant de pratiquer cette intervention. La modélisation, elle nous a permis dans un premier temps d'avoir une durée d'intervention plus courte puisque toute la planification est faite en amont et alors qu'avant le chirurgien réalisait la conformation ou jugeait pendant l'intervention, aujourd'hui la conformation est anticipée et donc réalisée de façon beaucoup plus rapide avec des plaques sur mesure et des guides de coupe qui nous permettent de gagner facilement 1 heure d'intervention. Par ailleurs, ça nous permet d'avoir une meilleure symétrisation du visage puisqu'on place la fibula dans la position exacte de l'ancienne mandibule. Et enfin, ça nous permet d'avoir un meilleur axe pour le lambeau pour pouvoir poser des implants et réaliser une réhabilitation implantaire derrière. On remercie le docteur Gallucci et le professeur Chosgros et on accueille sur le plateau d'Atout Santé le professeur Laurent Guillot. Bonjour, ravi d'être avec vous sur ce plateau et vous êtes accompagné de votre patiente Catherine. Bonjour. Catherine. Alors Catherine, vous avez eu donc une opération de la mandibule. Comment c'est arrivé? Racontez-nous peut-être un peu votre histoire. Fin 2019.
tout d'un coup, j'ai eu une douleur dans la bouche et j'ai comme un petit chou-fleur qui est apparu tout au fond, le long de la mandibule et de la mâchoire. Et j'ai consulté rapidement le professeur Guyot qui m'a fait une biopsie et ça a révélé un cancer de la mandibule et de la mâchoire. Et les étapes d'après, qu'est-ce qui... Le 15 janvier, j'étais opérée. Ah d'accord, donc c'est... Dans un mois et demi, à peu près. Très rapidement. Très rapidement. Et donc après cette opération, comment a été le réveil? Comment vous êtes senti? Le réveil, d'abord c'est une opération qui dure longtemps, elle a duré plus de 12 heures. Et bon, mais vous dormiez? Oui. Mais c'est long, hein, c'est vrai que le temps... Elle a duré longtemps et quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'un étau. J'avais la tête bloquée, serrée, et je ne pouvais pas bouger. La tête, la mâchoire, ni rien. Cette sensation, on la garde à peu près 24 heures, au moins, minimum. Et les journées sont rythmées par la douleur. Vous avez une sonde nasogastrique qui permet, on vous alimente comme ça, vous êtes perfusé. Bon, la douleur est assez bien soignée, donc vous ne souffrez pas trop. Tous les jours, vous aviez des soins particuliers? Tous les jours, enfin, on est surveillé, mais surtout, on attend la visite du professeur ou de ses adjoints. Combien de temps vous avez été hospitalisé? 3 semaines. 3 semaines. Parce qu'en fait, on attend de voir si le lambeau est toujours vivant. D'accord, si ça a bien pris. Si ça a bien pris et si ça cicatrise bien. On est ravis parce que vous êtes magnifique. Hein, merci. Et ça a super bien marché. Donc merci professeur Guyot. Hein, vous êtes un peu magicien, hein, quelque part. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre magicien. Est-ce que parfois il y a des complications dans ce métier? Alors, d'abord, c'est un travail d'équipe. Hein. On est de nombreux intervenants à participer pour des cas comme Catherine, puisqu'on enlève à la fois la lésion cancéreuse et on fait la reconstruction. Donc, il y a 2 temps séparés. Dans le cas de Catherine, on avait utilisé un lambeau de fibula, qui est l'os de la jambe, pour refaire la forme de la mandibule et avec de la peau pour faire la gencive. C'est une intervention qui est longue, hein, comme l'a dit Catherine, hein, une 12 heures. Il y a de la microchirurgie, c'est-à-dire qu'on va travailler sous microscope les vaisseaux et on peut avoir des complications pendant et après l'intervention. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'avoir enlevé le cancer en totalité et surtout que l'os qu'on a mis en place soit vivant. Et il est vivant, il faut aller le voir tous les jours, aller regarder si il saigne. Voilà. Donc la complication qu'on redoute, c'est que ça puisse être un échec de la microchirurgie. Et vous utilisez aussi la planification assistée par ordinateur. Quels sont ses avantages? Alors ça, c'est un outil de travail qui est assez récent, qui est extrêmement utile. On planifie avant l'intervention l'endroit où on va couper la mâchoire de manière virtuelle et on planifie l'endroit où on va prendre l'os au niveau de la jambe, donc de la fibula, hein, qui est un os un petit peu accessoire entre guillemets de la jambe, et on va conformer cet os pour refaire la forme de la mâchoire. Et on gagne un temps extrêmement précieux au bloc opératoire, parce que c'est fait en amont de l'opération, et on gagne en précision, de manière à refaire une mâchoire comme exactement de la taille de ce qui a été enlevé. Le virtuel a un peu changé votre métier en fait. Ah, énormément. C'est une révolution technologique fort utile. Alors Catherine, quand vous avez eu cette opération, au bout de combien de temps vous avez revu votre visage et quelle a été votre première impression? Au bout de quelques jours, j'étais un peu gonflée, c'est tout. Bon. Mais j'avais toujours mal un peu, mais c'était pas énorme. Après, ça diminue, l'édème diminue. Et bon, la cicatrice, je l'ai découverte à l'occasion d'un pansement. Et elle était cachée dans une ride, dans une pseudo-ride. Et là, franchement, on voit vraiment rien. On n'a même pas l'impression que vous avez été opéré. Et si vous aviez un message à passer aux gens qui nous écoutent et qui ont des craintes de ce type d'opération, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'il faut être patient, parce que c'est quand même long, la récupération. Mais il ne faut pas s'angoisser non plus. Il faut croire que la fibula, le lambeau ça va marcher. Ça va marcher, on va rester vivant. Donc nous remercions bien sûr nos invités, surtout Catherine qui va nous quitter au profit du docteur Leroux qui va nous rejoindre sur le plateau d'Atout Santé, qui est chirurgien maxillofacial et qui va nous montrer comment on fait la chirurgie maxillofaciale dans d'autres régions du monde. Nous accueillons le docteur Leroux, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez en 2020 en plein coronavirus à Taïwan
pour effectuer des opérations en lambeaux. Comment ça se passe dans un pays comme Taïwan? Oui, alors effectivement, j'ai eu la chance de passer 7 mois à Taïwan et il se trouve en pleine période, au tout début de la pandémie du SARS-CoV-2. Alors, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance en fait, parce que je pense que Taïwan, c'est un des rares pays qu'on doit pouvoir compter sur les doigts de la main, qui ont su prendre des mesures drastiques dès le départ et endiguer complètement l'épidémie. Et donc vous avez pu continuer à opérer? J'ai pu continuer à vivre, à opérer, à travailler normalement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'opérations à partir de lambeaux à Taïwan? Effectivement, ce n'est pas tellement qu'il y en a plus, ils ont des services surspécialisés et où ils vont effectivement accueillir beaucoup de monde et répéter ces chirurgies de lambeaux très nombreuses fois, c'est-à-dire que quotidiennement, voire même parfois 2 fois par jour, sachant que voilà, comme on l'a évoqué, c'est des chirurgies qui peuvent durer 10, 12 heures. Effectivement, c'est quasiment de l'entraînement d'athlète. Il faut résister, hein. C'est comme un marathon chaque fois, les opérations. Et au niveau des conditions opératoires, est-ce qu'on retrouve les mêmes éléments qu'en France, les mêmes technologies? Alors tout à fait. Aujourd'hui, on est quand même très loin de cette étiquette qui reste un peu du Made in Taiwan des années 90, qui peut renvoyer à quelque chose de basse qualité. Là, on est vraiment dans des services de pointe qui ont les mêmes technologies que nous, qui ont les mêmes outils informatiques et numériques. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait là de cette expérience que vous utilisez au quotidien dans votre travail? Alors déjà une organisation générale de la chirurgie, de comment on va placer les différents intervenants, de comment se règle chaque point chirurgicaux. Effectivement, c'est très marrant de voir en allant à l'autre bout du monde comment la même chirurgie, dans chaque étape, un petit détail va différer, va être parfois mieux, parfois moins bien. Et c'est très très intéressant de se faire une telle expérience internationale. Professeur Guillot, vous avez aussi des expériences à l'international, plus dans l'humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces missions humanitaires que vous organisez? J'ai eu l'occasion et j'ai l'occasion toujours de partir régulièrement en mission humanitaire en Afrique, essentiellement en Afrique subsaharienne. Et l'objet, c'est de réparer des patients, des enfants qui ont des anomalies au niveau des mâchoires, qui ont des trous, qui ont eu des accidents ou des infections très graves. Et donc je pars très régulièrement. La dernière fois, c'était l'an dernier à Niamey au Niger. Et là, avec l'épidémie de Covid, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et pour quelles raisons on s'investit quand on est chirurgien dans ce type d'humanitaire? C'est une vocation? Il y a énormément de raisons. Et une des raisons principales, c'est de pouvoir être utile aux patients, et en particulier aux petits patients, et de pouvoir amener des éléments de technique qui ne sont pas nécessairement présents sur place. Aujourd'hui, combien de patients vous avez traités dans ces missions humanitaires? Ça fait 15 ans que je pars en mission humanitaire, donc ça fait des centaines de patients. Oui. Est-ce qu'il y a une association qui vous accompagne? Alors il y a plusieurs associations pour nos téléspectateurs qui nous écoutent. Il y a une association qui s'appelle Enfants du Noma, avec laquelle je suis parti, qui est basée à Saint-Étienne, qui est très active notamment en Afrique subsaharienne et en Asie. Après, vous avez de nombreuses associations, notamment Humanitera qui est sur Marseille, qui est très connue. Est-ce que c'est un peu une vocation aussi que vous avez envie à laquelle vous avez envie de participer? Ce sera très volontiers, effectivement. Je pense que c'est de très belles expériences, une très belle formation chirurgicale qui permet de s'ouvrir humainement, qui permet de progresser professionnellement. Donc, voilà, une très belle expérience. L'humanitaire fait partie un peu de la vie des médecins aussi, j'imagine. Oui, il y a une tradition de soins qui est inscrite dans notre code de déontologie, de soigner l'indigent. On a la possibilité de partir loin et d'amener notre savoir-faire pour soigner les gens et pour former également les médecins sur place. Donc il faut vraiment en profiter. Et dans votre discipline, est-ce que la France elle est un peu avant-gardiste? Alors la France a une énorme culture de médecine et de chirurgie humanitaire, puisque MSF a été créé par des Français. Et il y a une grande tradition qui est toujours active et très efficace. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Atout Santé. Eh bien, c'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions bien sûr nos intervenants, mais tous les téléspectateurs qui nous suivent toujours de plus en plus nombreux. N'oubliez pas que vous pouvez visionner nos émissions sur la chaîne YouTube Atout Santé, nous adresser vos commentaires sur Facebook, LinkedIn et nous proposer même des thèmes d'émissions. Merci à vous tous. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé. D'ici là, soyez acteurs de votre santé.